a sorti de la loi constitutionnelle du 31 mai 1911, spéciale Alsace-Moselle, qui prévoit que seule une loi du Reich peut modifier ces dernières. Nous sommes liés. Elle ne permet pas d'y introduire la constitution républicaine de Weimar du 11 août 1919, et maintient l'administration entre les mains du gouvernement allemand. Arrangement. La France, quant à elle, continue de fait, et à l'égard du Reich allemand, à occuper les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les administre en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays selon les usages de la guerre en vigueur. Convention de La Haye, 1907. Et là, détournement de la doctrine et de la pratique de l'architecture, vicissitude du changement de souveraineté. Lorsqu'un territoire est annexé par un autre, quel est l'effet de cette cession relativement au traité diplomatique? À cet égard, la doctrine et la pratique de l'annexion sont à peu près unanimes à répondre. Et d'une part, les traités de l'État démembrés cessent de plein droit de s'appliquer sur le territoire cédé, tandis que d'autre part, les territoires de l'État cessionnaire prennent la place des précédents. Concordat. Puisque l'Allemagne a annexé en 1971 l'Alsace, elle n'a pas pu reprendre le traité du Concordat. Mais elle a gardé la loi du 18 Germinal en 10. Voilà. Donc, je vous laisse lire. Il y a là un mouvement de reflux de la législation internationale de l'ancien État, bien vite recouvert par le flux automatique du nouvel État. Donc, le territoire annexé bénéficie des traités passés par l'État annexant. Et là, on commence à élaborer les lois du 1er juin 1924, le traité de paix de l'aveu même du rapporteur des projets des lois d'introduction de la législation française. Le rapporteur, c'est Robert Schuman. Il n'était toujours pas introduit dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Là, on se situe quand même en 1922, si je ne me trompe pas. La réintégration dans la souveraineté française n'était donc pas effective. Ainsi, les traités antérieurs, tels que les traités des préliminaires de paix du 26 février 1971, traité de Francfort, restaient d'application, sauf à exercer un recours en nullité pour violation constitutionnelle, vice du consentement, détournement de la Convention d'armistice, détournement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ça, celui de 1871. Ce qui est amusant, c'est que on a conclu le traité de Versailles, soi-disant, pour réintégrer, notamment, il n'y a pas que ça dans le traité de Versailles, mais on a dit que l'Alsace était réintégrée dans la souveraineté française. Pourquoi ne pas dire à ce moment-là qu'il y a eu une violation constitutionnelle? C'est plus simple. Conséquence, l'Alsace, le régime de l'Alsace devient un monstre juridique. Fusion des deux contractants en un État cessionnaire, territoire cédé, le Reichsland d'Elsace-Lothringen, d'Alsace-Lorraine, est toujours sans souveraineté, et fusion de l'ayant droit et de l'obligé, du créancier et du débiteur. Inversement, comment concevoir que dans un rapport de territoire cédé et du pays annexant, on applique encore les traités antérieurs, ce qui ferait, au point de vue juridique de ces traités, un véritable monstre.
le mot n'est pas trop fort, en effet, un traité diplomatique suppose au moins 2 contractants dans les rapports desquels il s'applique. Or, ici, ce sont ces 2 contractants, on peut les chercher. On n'en trouvera jamais qu'un seul, l'État cessionnaire. Hein, puisque l'Alsace est toujours sous souveraineté allemande. Donc, finalement, en ce qui concerne le traité de Versailles, il est passé, c'est l'État occupant qui passe un accord avec l'État occupé. Et finalement, l'État occupant gère pour le compte de l'État occupé, qui serait à la fois ayant droit et obligé, créancier et débiteur. Cela n'est même pas concevable. Et on a vu que le Gesetzblatt für Elsass-Lothringen, c'est-à-dire le bulletin des lois pour l'Alsace-Lorraine, prévu par la Constitution allemande, fait partie donc de ce fameux article 6A qui dit on ne peut pas modifier la Constitution ou l'abroger. À ce moment-là, on crée un bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine sans raison apparente. Et à partir de 1921-22, on fait paraître au bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine, qui n'a pas de fondement légal, toutes les lois qui vont s'imposer en Alsace. On ne peut pas supprimer le Gesetzblatt für Elsass-Lothringen, c'est-à-dire le bulletin des lois, puisque c'est prévu constitutionnellement. Donc on invente le bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. Il n'y a aucun texte qui prévoit la création de ce bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. Dans le principe, il ne voit la valeur que si elle est publiée. Tout à fait. La publication fait partie du processus juridique. Tout à fait. Oui, oui. Donc, on peut réellement se demander quelle est la valeur juridique de tous les textes qui seront publiés en Alsace-Lorraine dans le bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. S'il te plaît, Jean-Luc, Pandect, c'est quoi? Une Pandect? Pandect, c'est un recueil de lois, de textes juridiques qui sont parus, ou de décisions de justice. Oui, oui. Jean-Luc, quelle est la valeur juridique alors de l'Institut de droit local? Une association, comme l'association tennis de table de plaine, comme rien d'autre. J'ai fait une étude justement au sujet de l'Institut du droit local. Il est sous le régime du droit local d'Alsace-Moselle, la pure fantaisie, financé par le Conseil général, les départements, etc. Mais l'Institut du droit local prépare les décisions, les arrêts du Conseil constitutionnel. Somodia, je ne sais pas si ça vous parle, la décision Somodia, qui est la décision concernant l'Alsace-Moselle, a été préparée par le droit local. Il n'est plus enseigné. Comment voulez-vous que le Conseil constitutionnel puisse statuer alors qu'il n'y connaît rien? Seul l'Institut du droit local peut préparer les décisions de justice pour les magistrats qui sont obligés de mettre le bon à tirer, et puis c'est bon. Tu oublies de préciser un truc, c'est que la loi de 24 officialise le fait qu'il n'y a pas d'entité officielle pour être traducteur des textes allemands. Voilà. La seule force de légitimité, on va dire indirecte, que se donne l'Institut de droit local, c'est qu'il est composé de magistrats, d'avocats bien implantés. Donc au nom de ce statut, ce titre, et vu qu'il parle allemand, il se positionne au-delà de la loi qui ne prévoit volontairement rien en matière de traduction. Ce sont les doctrinaires. Voilà.
C'est un abus de pouvoir. C'est un abus. En droit français, ils n'ont absolument aucune légitimité. Mais ça, c'est dans la culture germanique, parce que en 1871, quand l'Alsace a été annexée, l'occupant germanique, dès août 1870, a fait paraître des textes. Non, c'est pas juste ce que je dis. A usé de textes qui n'ont jamais été publiés. En 1871, donc on va se rappeler, constitution allemande, elle ne paraîtra jamais en Alsace. Le statut de l'Alsace est un statut de territoire. Ça n'a jamais été un État, comme la Bavière, n'a jamais fait partie de cette fédération d'États qui ont adhéré au Reich. L'Alsace a toujours été un territoire qui appartient au pouvoir central de Berlin. Donc si on veut consulter les textes qui concernent l'Alsace, il faut aller à Berlin. Ah oui. Moi, ce qui m'avait frappé quand je suis arrivée ici, je crée une association. Donc, je me suis basée sur la loi 1902 française. Oui. Pardon. Oui. Donc, j'ai donc créé des statuts comme j'avais l'habitude de le faire. Et ben, ça m'a été refusé. Absolument. Il y a une obligation. Là, on va attaquer la grosse magouille. Hein. Oui. Mais il y a une obligation de se soumettre aux lois allemandes, et surtout pas françaises. Et après, on va voir, je ne sais pas si tu as eu le temps, Hugues, d'étudier les documents que je t'ai adressés. Non, ça veut dire que j'avais pas eu le temps. Les associations à but financier, etc., peuvent ne pas être répertoriées. J'ai juste lu ce que tu appelais le projet de loi Mitterrand. Oui. Ouais. Mais autre chose importante, c'est que le plus faramineux, c'est que dans cette loi de 1924, accrochez-vous bien, où il précise qu'il n'y a aucune traduction possible, et qu'une loi française qui prétend s'appliquer sur le droit local précise bien qu'ils vont abroger tel ou tel point dans le droit local allemand qu'ils ne savent pas lire. C'est énorme, ils le disent en plus. Alors ils disent pas qu'ils ne savent pas lire, mais ils disent ce point d'article de la loi modifie tel point dans le droit local, dans le droit local, sous-entendu allemand. Ouais. C'est un truc énorme. C'est qu'ils savent pas ce que c'est, mais ils se permettent de l'abroger. Ça veut dire que si on compile, on a du blablabla allemand, un morceau de texte français, parce qu'on a remplacé, on a substitué, et puis on a de nouveau du blablabla allemand. Et le Dans la blablabla. même phrase, et en plus, on fait des erreurs de traduction colossales, volontaires, qui dénaturent totalement le texte. Tu l'as vu dans la loi Mitterrand avec Ouais. nicht. Ouais. Tout le monde sait que nicht, en alsacien ou en allemand, ça veut dire non, ne pas. Obligation. Eh bien, ce que j'appelle la loi Mitterrand, la loi Mitterrand dit la partie de l'article de la loi allemande qui mentionne que l'on peut faire ceci est supprimée. Or, c'est la partie de la loi allemande où on mentionne qu'on ne peut pas faire ceci. On change tout à fait le sens de la phrase. Et ça élargit des possibilités immenses, notamment pour les associations qui poursuivent un but économique, financier, etc. Cher Crédit Mutuel. Oui, mais il profite d'un adage juridique connu de tout le monde, est autorisé tout ce que la loi ne dit pas. Mais oui, mais
compte tenu que l'ordonnance de Villers-Cotterêts s'applique toujours en France. Vous ne pouvez pas débattre des lois allemandes en vigueur chez nous, Absolument. Et encore moins les modifier. et encore moins les modifier. Même avec une loi française. Vous ne pouvez pas. C'est sans débat. C'est énorme. C'est énorme. Vous n'avez pas tout découvert. Ouais, je crois qu'on va tomber de la chaise. Oui, 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 oui. On va s'asseoir à la table. La science de l'éthique 1901. Pardon. Ça. C'est du BGB. Donc, Bürgerliches Gesetzbuch, article 21 à 80. C'est du BGB. Ce qui est passionnant, c'est J'ai fait une étude. C'était avant le retour. Le BGB, il doit dater de 1896, 97, un truc comme ça, mis en application en 1911. Une association allemande, ça s'appelle comment chez nous? Verein. Verein. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Il n'y a pas de date de C'est un terme juridique, sinon il y a Vereinigung, Union. Ban, c'est un peu une autre signification. parle C'est ici, hein. comme Bund, c'est tout ça, quoi. Enfin, Je pense que oui, oui, oui. Je parle en Alsace, hein. Oui, En Allemagne. Hein. Une association ici s'appelle quoi en Alsace? bah, tu utilises le terme association, mais normalement, comme le texte est en allemand, on ne peut pas dire un Verein. Le Verein, football club de Touraine. C'est en allemand? Ah oui, ça, c'est ce qui s'applique chez nous. Non, mais vous allez tomber des nues. Mais- C'est pas terminé, hein. Ça reste- Gardez vos... ici. Hein? Je vais venir déposer mon compte ici. Ah, bah oui. Mais tu peux même être, comment dire, commercial, Ailleurs, mais commercial, par domicilié exemple, pour une banque alsacienne, et dire venez créer, vous, association du Limousin, du Bordelais, Savoie, venez déposer votre argent en Alsace. Et là, on va découvrir ce qu'il va expliquer. Parce que vous savez bien, à ce moment-là, la fiscalité, l'évasion de capitaux, c'est alsacienne. Parce que le crédit mutuel, il va le démontrer, il est créé pour ça. Parce qu'on échappe à la fiscalité On achète à tous les contrôles. française, à Ah tous les oui, contrôles. à tous les contrôles. Vous, Ah oui, alors. Et alors, pour les entreprises, c'est je prends 10%, pareil. madame. Hein. Pardon, Je prends 10%. sans les entreprises, c'est pareil. Bah oui, mais que je veux. Et c'est un consultant droit de démarche publique qui dit ça. C'est simple, le raisonnement est le suivant. L'association qui se crée ici, puis il y a souvent, quand on va avec les journaux discrétionnaires, style Chercheurs français, il faut s'intéresser à ça. Vous verrez bien des sociétés Le raisonnement est le suivant, si vous là où ils voulez. sont sûrs que Parce qu'en Allemagne, c'était relativement justifié. Il y a ce qu'on appelle en allemand le siège administratif, ce qui n'existe pas en français, en France. C'est-à-dire que on a la volonté en Allemagne de respecter la volonté des gens. Donc si une association ou une entreprise du Bade-Württemberg veut mettre son siège en Bavière, bah oui, elle peut. Ça ne va pas gêner parce que, avec les vases communicants d'État à d'État, chaque État va s'y retrouver en quelque sorte. Et la logique, c'est de dire, bah, si telle entreprise veut mettre réellement son siège administratif, même fictivement, parce que la jurisprudence allemande dit, même si c'est fictif. S'il n'y a pas d'administration à cet endroit-là, mais si le chef d'entreprise décide de mettre le siège en Bavière, c'est bon. C'est bon. Alors, quand on applique cette loi à l'Alsace et à la France, ça veut dire que toute association, je vais dire française, excusez-moi, peut mettre son siège en Alsace. Vous mettez ça chez votre notaire, et tranquille.
vous bénéficiez de tout le système fiscal alsacien, puisque votre siège est en Alsace, siège fictif. Nous avons une loi alsacienne, allemande, donc nous avons la jurisprudence. C'est la jurisprudence allemande qui est valable. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc, le fait de, comment dire, le fait de mélanger principe unitaire français et fédératif allemand, ça dénature tout à fait les textes. L'évasion de capitaux. Pourquoi? Nous avons un droit de chasse particulier en Alsace. Ça attire les fortunes. Pourquoi Bugatti s'est installé à Meusen? Effectivement. Pardon? Non, non. Mais non, mais ça attire les fortunes. J'ai changé la batterie. La batterie est bien chargée. Sans j'appuie là, c'est du BGP. C'est du BGP. C'est du LOS. Oui, parce que les vases communicants, ça marchait, de Bavière, etc. C'est pas saut. Mais appliqué à la France, c'est tout à fait. C'est détourné et le droit allemand et le droit français. Mais non, mais c'est prodigieux ce qu'on a. Ça, c'est... Ah, ok, d'accord. Je ne peux pas imaginer. Vous allez vraiment chercher des... Pardon? C'est unique, c'est alors, on peut continuer. Décret relatif à l'administration de la zone 1, tu peux me... Je ne sais plus ce que c'est, ça. Bah, c'est juste avant, après ça. Création d'un bulletin officiel, d'accord. Donc, oui. Ah, c'est ce que tu as dit, avec les esplanades Oui. de la paix. Et on a ça, en fait. Alors, pendant la durée d'armistice. Oui, alors, le 11 novembre 1900, la France occupe le territoire d'Alsace. Donc, elle est censée respecter le droit en vigueur en Alsace. C'est l'obligation de l'occupant. Je dirais c'est l'obligation de l'occupant, quand bien même la relation entre la France et l'Allemagne ne peut pas être régie par la Convention de La Haye, puisque on a vu que la Convention de La Haye était exclusivement signée par l'Allemagne, mais l'Allemagne n'est pas un État. Donc, les règles d'occupation prévues par la Convention de La Haye ne peut pas s'appliquer. Donc, on est dans un régime de droit des gens qui dit effectivement que lorsqu'on est occupant, on doit respecter